Dès qu'il est question d'une réforme progressiste, le gouvernement et le patronat n'ont qu'un mot à la bouche, c'est que c'est pas finançable et qu'on ne peut pas se le permettre. La réduction du temps de travail, ça fait pas exception à ça, mais nous, on va voir dans cette vidéo que la question du financement pour les 32 heures, c'est un argument infondé. Pourquoi ça coûte très cher? Parce qu'en fait, la réduction de travail à salaire mensuel constant, c'est une augmentation du salaire horaire. Nous, à la CGT, on revendique le maintien du salaire mensuel, puisque si on fait la réduction du temps de travail sans ce maintien de salaire, en fait, ce n'est pas un partage du temps de travail, mais c'est simplement un partage du chômage, comme disait Michel Husson. La question, c'est donc qui va payer cette augmentation du salaire horaire? Il y a plusieurs hypothèses, on va aller voir les quatre et on en discutera plus tard. La première hypothèse, déjà, c'est la question de la productivité. Puisque chaque salarié travaille moins d'heures, à productivité horaire inchangée, il va y avoir un besoin en embauche et donc une augmentation de la masse salariale pour l'employeur. Le besoin en embauche, il va surtout dépendre de l'évolution de la productivité, puisque si la productivité évolue de manière proportionnelle à la baisse du temps de travail, il n'y aura pas de besoin en embauche. Donc le besoin d'embauche va vraiment être corrélé à cette évolution de la productivité, et donc l'augmentation de la masse salariale aussi va dépendre de l'augmentation de la productivité. Si la productivité augmente fortement, en réalité, c'est comme si c'était le salarié qui payait sa propre réduction de temps de travail, puisqu'il va troquer une baisse de son temps de travail contre une intensification du temps de travail. Donc évidemment, c'est un compromis qui n'est pas satisfaisant pour nous. La deuxième hypothèse qu'on peut retenir, c'est le financement via les dépenses publiques. Dans ce cas-là, ce serait une exonération de cotisation, c'est ce qui s'est fait avec les lois Aubry sur les 35 heures. Mais pour rappel, c'est plus envisageable puisque au niveau du SMIC, on a quasiment zéro cotisation URSSAF. Et aujourd'hui, les dépenses publiques en faveur des entreprises, c'est déjà 155 milliards d'euros par an. Donc il n'est plus question de donner de nouvelles exonérations, mais plutôt d'évaluer et de cibler les existantes et de les conditionner comme des conditions d'embauche obligatoires. La troisième hypothèse, c'est le financement de la réduction de travail par les entreprises via un meilleur partage de la valeur ajoutée. Pour rappel, depuis 1980, la part des salaires dans la valeur ajoutée, elle a perdu 10 points. Et ces 10 points, ils ne sont pas allés à l'investissement, mais à la rémunération des actionnaires, c'est-à-dire au profit improductif. Mieux répartir la valeur ajoutée, c'est donc avoir une meilleure rémunération du travail au détriment de la rémunération du capital. Enfin, la quatrième hypothèse, c'est une augmentation des prix, c'est-à-dire que les entreprises répercuteraient l'augmentation des coûts de production sur leurs prix pour préserver leurs marges et leurs profits. Évidemment, ça va dépendre de ce qu'on appelle l'élasticité prix, c'est-à-dire comment réagirait la demande au prix. Si la demande réagirait trop, les entreprises ne pourront pas se le permettre. Et dans ce cas-là, qui est-ce qui paye? C'est simplement les consommateurs et les consommatrices. Pour ces quatre hypothèses, ce qui va dépendre évidemment, c'est le rapport de force. C'est pour ça qu'on a une nécessité de passer par la loi, puisque la loi va permettre un rapport de force plus favorable aux salariés. Et ça se justifie d'autant plus que la réduction de travail va permettre des effets macroéconomiques très importants, comme on va le voir. Quand on parle de financement, on a tout de suite en tête la question du financement public et la question des dépenses publiques. Mais pour la réduction de travail, en réalité, cette réforme, ça serait une aubaine pour les finances publiques et pour l'économie dans son ensemble. Pourquoi? Parce que ça créerait beaucoup d'emplois et donc forcément plus de consommation, puisque le revenu des travailleurs est supérieur à celui des privés d'emploi. Cette consommation supplémentaire, elle se traduirait par des débouchés supplémentaires pour les entreprises, et donc ça créerait un effet d'entraînement qu'on connaît très bien par les politiques de relance. En réalité, ce qui coûte cher aux finances publiques, c'est le chômage, puisque chaque fois qu'on a un chômeur supplémentaire, ça implique des dépenses supplémentaires et un manque de recettes pour les finances publiques. Si on avait 1 million d'emplois supplémentaires dans le privé, ce serait un surplus budgétaire de 20 milliards d'euros par an pour les finances publiques, ce qui correspond à l'embauche de 400 000 fonctionnaires, et c'est peu ou prou le besoin en emploi public qui résulterait de la mise en place des 32 heures dans le secteur public. Donc on voit que ces 400 000 embauches seraient autofinancées, et même mieux, puisque quand l'État paye un fonctionnaire, évidemment, il y a une partie du salaire qui est des cotisations sociales, et également qui va se traduire par plus d'impôts sur le revenu, plus de TVA. Donc en réalité, même avec l'embauche de 400 000 fonctionnaires, on voit bien qu'on a un solde positif pour les finances publiques, donc c'est une réforme qui aurait des conséquences bénéfiques pour les finances publiques prises dans leur ensemble. On a vu que la réduction de travail, ça coûtait à court terme et aux entreprises prises individuellement. Mais quand on réfléchit à long terme et au niveau macroéconomique, on voit bien qu'il y a ces facteurs de création de richesse supplémentaires. La contrainte principale reste la concurrence internationale pour les entreprises qui sont soumises. C'est pourquoi la réduction de temps de travail doit trouver sa place dans une stratégie économique plus large et dans un plan de développement industriel et environnemental de plus grande échelle. Pour conclure, les 32 heures s'autofinancent puisqu'elles sont très fortement créatrices d'emplois et sont donc un outil indispensable pour sortir de la crise.